Il y a de la constance dans l'effort, dans la stratégie à mettre en œuvre pour éliminer quelqu'un. Je veux dire, c'est pas sur un coup de sang, hein, il y a une méthodologie. Il y a beaucoup d'établissements de nuit où de temps en temps il peut y avoir un problème. Hein. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Il a demandé de l'argent, il a touché l'argent. Il n'y avait jamais rien d'assez beau pour sa femme. Jamais rien d'assez beau pour sa femme. Leur liaison était connue, bien sûr. Elle était connue de certains amis proches. Oh, c'était un très bel homme, oui. Grand, blond, les yeux bleus, oui, c'est sûr que... Et moi, j'étais au téléphone, je leur ai dit, mais de quoi vous me parlez? Vous me parlez de grenouilles d'Amérique du Sud. Pendant environ 2 ans, il a souffert le martyre, il voulait même à un moment donné, il pensait qu'il se suiciderait. À chaque fois, il y avait des éléments nouveaux, on se disait, mais est-ce que ça va s'arrêter? C'était une affaire à rebondissement digne du meilleur polar, quelque part. Nous sommes en Savoie, à côté d'Annecy. En pleine nuit, cet homme cherche une maison. Quelques minutes plus tard, il s'introduit clandestinement sur la propriété d'un riche notable. Équipé d'un fusil 22 long rifle, muni d'un silencieux, l'homme est déterminé et sûr de lui. Il est surtout bien renseigné. Il est environ 4 heures du matin quand les occupantes de la maison rentrent chez elles. Il s'agit de la mère Monique et de sa fille, Vélia. Quelques minutes plus tard, le propriétaire des lieux entre dans le domaine. Il s'agit d'Alfred Cavana, 59 ans. Surpris par l'arrivée de la fille du propriétaire, Vélia, le tireur dévie son tir au dernier moment, avant de prendre la fuite. L'homme qui vient d'échapper à un assassinat est le patron d'un des hauts lieux festifs d'Annecy. Il tient, avec sa femme, la belle Monique, une discothèque et un restaurant. Un établissement qu'ils dirigent ensemble depuis près de 20 ans. Alfred, 59 ans, et Monique Cavana, 48 ans, sont connus et appréciés de tous. Nous sommes le 5 avril 1997, 3 semaines après la tentative d'assassinat. La discothèque vient de fermer ses portes. Alfred Cavana prend la recette de la nuit. Et comme d'habitude, il dépose les billets dans un simple panier en osier. Alfred met environ 5 minutes pour rentrer chez lui, dans le village d'Épagny. C'est un coin paisible, à quelques kilomètres d'Annecy. Alfred transporte la recette de la nuit sans aucune précaution particulière. La routine, depuis bientôt 20 ans. Harassé par une longue nuit de travail, Alfred n'a qu'une seule envie, rejoindre au plus vite sa femme Monique, qui dort déjà dans la maison.
est 6h04. Monique, la femme d'Alfred, et leur fille Velia sont brutalement réveillées par 4 coups de feu. Elles étaient tranquillement en train de dormir dans la maison. Allô, la gendarmerie? Venez vite, on a tiré des coups de feu dans mon jardin. Vite! Les gendarmes de la brigade d'Annecy se rendent immédiatement au domicile des Cavana. Il est malheureusement trop tard. Alfred Cavana est décédé. Sa femme est effondrée. On m'a appelé un samedi matin et on m'informe que M. Cavana venait de se faire abattre devant chez lui, 6 h du matin. Naturellement, c'était une bombe atomique pour nous tous. Notre Freddy s'est fait tuer. Et personne ne comprend. Je veux dire, tout le monde a été bêté, c'est une point d'interrogation, il y a une absence de réponse. Et ça a été très dur, hein, très dur. Les enquêteurs retrouvent sur la scène de crime le pistolet à grenaille qu'Alfred portait toujours sur lui, un journal et 3 cartouches de marques différentes. Dans son rapport, le légiste note qu'Alfred Cavana a reçu une balle dans l'abdomen et 2 dans le dos. Monique, sa femme, est effondrée. Pour Monique, vivre sans Alfred était quelque chose d'impossible. L'histoire d'Alfred et Monique, c'est d'abord une belle histoire d'amour. Comme le montre ce document privé que nous nous sommes procuré. En 1973, Monique a 24 ans. C'est une jeune fille insouciante, à la recherche du grand amour. Elle était très vampe, des shorts très courts, une poitrine magnifique, un grand sourire, elle était très belle. Quand on avait vu Monique une fois, qu'on avait vu ses beaux appâts de l'extérieur, il est sûr qu'on ne pouvait pas l'oublier. Un soir, Monique se rend dans la discothèque à la mode d'Annecy, un lieu branché où elle y fait la rencontre d'un bel homme. Il a 10 ans de plus qu'elle. Il s'agit d'Alfred Cavana, le patron de la discothèque. Un type extraordinaire. Extraordinaire. Tous les amis vous le diront. Il était aimé, apprécié. Il avait le mot qui faisait rire, il détendait les gens. Alfred et Monique tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Il n'y avait jamais rien d'assez beau pour sa femme. Jamais rien d'assez beau pour sa femme. Un an après leur rencontre, Monique et Alfred se marient et auront une fille, Velia. Monique vient travailler avec lui dans la discothèque et le restaurant. Comme le montrent ces images exclusives, pendant 20 ans, Monique et Alfred sont les rois de la nuit à Annecy. Monique est filmée ici le 31 décembre 1996, 5 mois avant la mort d'Alfred. C'était un couple, moi, qui me paraissait fusionnel. C'était une personne. Monique et Fred étaient une personne. Ravagée par la douleur, Monique veut à tout prix aider les enquêteurs à retrouver l'assassin de son mari. Très vite, elle évoque une piste. On pense peut-être à un règlement de compte. M. Cavana est gérant d'une discothèque depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup d'établissements de nuit où de temps en temps il peut y avoir un problème. Hein. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Alfred a-t-il été victime d'un chantage, d'un racket? Très naturellement, les enquêteurs vont commencer à s'intéresser au monde de la nuit, en particulier à un groupe de clients à problème. C'est Monique qui aiguille les gendarmes. Dès le premier jour, il nous avait dit que son mari avait eu des mailles à partir avec des gitans à la discothèque. La tâche s'annonce compliquée pour les enquêteurs. Ils vont devoir retrouver les témoins d'un incident qui s'est produit quelques jours auparavant. La scène se déroule au bar, peu de temps avant la fermeture. Ce soir-là, des clients qui ont visiblement trop bu commencent à semer la pagaille. Alfred intervient. Et très vite, le ton monte. Tout de suite, on nous a un petit peu aiguillés vers les gitans.
Les gendarmes finissent par retrouver le fauteur de troubles. Il est rapidement mis hors de cause. Alfred et le chef des Gitans se sont expliqués dès le lendemain de cette nuit agitée. Les Gitans, ils vont pas assassiner les patrons de discothèque. Ils font un peu des... Ils sèment un peu de pagaille comme ça, puis quand on va leur parler, c'est fini. Toutes les pistes ont été vérifiées et celle des gens du voyage l'a été aussi, parce que on savait aussi qu'Alfred Cavanagh ne se laissait pas marcher sur les pieds dans le cadre de sa boîte de nuit. La piste des Gitans écartée, les enquêteurs se concentrent ensuite sur les employés qui travaillent dans le restaurant et la boîte de nuit. Et ils vont faire une découverte intrigante. 15 jours avant la mort d'Alfred Cavanagh, le DJ, un certain Sacha, a quitté la discothèque en claquant la porte. Sacha, le DJ, c'est lui. Un garçon qui est soupçonné parce qu'il est parti 15 jours avant l'assassinat, dans des conditions dont on ignore tout. Mais qui est donc cet employé? Qu'a-t-il donc à se reprocher? Pourquoi aurait-il voulu tuer Alfred Cavanagh? Et on se demande s'il n'a pas pu se venger d'avoir ainsi été évincé de la boîte. Rapidement, le DJ est arrêté et son domicile perquisitionné. Des prélèvements sont effectués sur ses vêtements. Et là, coup de théâtre, sur le blouson du DJ, on retrouve des traces de poudre. Et au moment où on l'arrête, ce garçon présente des traces de poudre sur les avant-bras. Sacha, le DJ, est immédiatement placé en garde à vue. Il devient le suspect numéro 1. Vous reconnaissez ce blouson? Oui, c'est... Ouais, c'est mon blouson, ouais. Sommé de s'expliquer sur la présence de poudre sur ses vêtements et ses avant-bras, Sacha a une explication toute simple. Le tir à la carabine est son passe-temps favori. Et tu me prends pour un con, là? Il est membre d'une société de tir dans laquelle il se rend régulièrement et qu'il a tiré peu de temps avant, ce qui explique les traces de poudre qu'on trouve sur lui. Concernant son départ de la boîte de nuit, Sacha explique qu'Alfred avait donné son accord. D'ailleurs, les deux hommes s'entendaient parfaitement bien, comme en atteste cette vidéo, tournée par Sacha lui-même le soir de son départ. Mon petit Sacha d'amour de rêve. Hein, mon petit Sacha? Alors, dis donc, en fait, alors c'est ton dernier soir? Putain, mais c'est emmerdant, ça. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? Ah, putain. Sacha est remis en liberté. Et l'enquête est de nouveau au point mort. Mais une nouvelle piste s'ouvre pour les gendarmes. Une information capitale va changer le cours de l'enquête. Très rapidement, notre regard va se porter vers Madame Cavanagh, puisqu'on apprend quasiment le jour même, premier jour de l'enquête, que Madame Cavanagh a un amant. Face aux enquêteurs, Monique dit la vérité. Elle avoue sans aucune difficulté entretenir une relation extra-conjugale avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Elle nous disait qu'avec son mari, ça n'allait plus et que voilà, qu'elle était malheureuse. Après 20 ans d'amour-passion, la routine s'est installée dans le couple. Le désir s'est émoussé entre Monique et Alfred. Monique a trouvé dans les bras de ce jeune homme une nouvelle jeunesse. Il a su éveiller en elle une nouvelle flamme. Dans ses bras, Monique est une nouvelle femme. Mais qui est ce bel amant? Comment Monique l'a-t-elle rencontré? Un jeune légionnaire tchécoslovaque qu'elle a rencontré 2 ans auparavant, je crois que c'était en 1996. Le bel amant de Monique, c'est lui. Une bière, s'il vous plaît. Un légionnaire qui s'appelle Joseph Michalek. Ah, c'était un très bel homme, oui. Grand, blond, les yeux bleus, oui, c'est sûr que... À 48 ans, Monique est toujours une très belle femme quand elle rencontre Michalek.
Il a 28 ans et il va oser ce qu'aucun homme n'avait osé faire jusque-là. Alors bien sûr que quand il était dans la boîte, Fred n'était pas tranquille, quoi. Aux enquêteurs, Monique confirme qu'Alfred était au courant de cette relation et qu'il l'acceptait. Leur liaison était connue, bien sûr. Elle était connue de certains amis proches, elle était connue de M. Cavana, d'ailleurs. Cette situation, on ne comprend pas mon frère. Mais il portait un tel amour à son épouse que peut-être que les choses sont passées au-dessus. Et ça lui posait pas de problème. Sans aucune pudeur, Monique livre aux enquêteurs les moindres détails concernant sa relation avec son amant. C'est un ancien mannequin qui a connu le succès en faisant des photos de mode. Elle décrit son légionnaire comme un amant romantique, dont elle tombe amoureuse dès le premier regard. Elle a 20 ans de plus que lui, mais Monique se défend d'être une cougar. Elle en parle avec passion et ne cache rien aux enquêteurs. Monique va même donner le nom de l'hôtel où elle passe de bons moments avec son prince charmant. La piste de l'amant est prise très au sérieux par le juge d'instruction. Dans ce type de meurtre, l'épouser un amant, disons que c'est des choses qui interpellent et qui peuvent conduire éventuellement à des pistes intéressantes. Mais qui est vraiment ce beau légionnaire? Son amour pour Monique aurait-il pu le pousser à commettre l'irréparable et à battre froidement son rival? Il est légionnaire, peut-être a-t-il des armes, ça implique des vérifications. Les gendarmes décident de l'entendre. L'arrestation de Michalek est une opération périlleuse. Ils savent que l'homme est un guerrier, familier du maniement des armes et des explosifs. Dans la chambre où le légionnaire est retranché, une énorme surprise attend les gendarmes. Il est calme, il est chez lui et il attend les gendarmes. Voilà, tranquille, bien. Michalek avait-il été prévenu de l'arrivée des gendarmes? Monique avait-elle averti son amant? En tout cas, au grand étonnement des enquêteurs, Michalek se montre coopératif. Il n'offre aucune résistance. L'amant de Monique s'attendait-il à être tôt ou tard entendu par les enquêteurs? Oui. Il était impressionnant dans son physique et dans sa manière d'être. Une grande maîtrise de soi, tant physique que psychologique, c'est clair. Vous étiez où à 6h15, le soir des faits? Interrogé sur son emploi du temps le soir du meurtre, Michalek se fait précis, très précis Donc même. selon vous, vous n'étiez pas sur les lieux? Non. Et M. Michalek va nous présenter un alibi tout à fait béton. Michalek n'est pas inquiet. On a commencé par la coupole. La nuit où Alfred Cavana a été assassiné, le légionnaire était en virée avec son meilleur ami Tony. Ils ont écumé les bars branchés. À 3 h du matin, il se souvient très bien, ils étaient à la coupole. Ensuite, le club de l'abbaye à Argonnet. Ensuite, il continue dans un club jusqu'à 5h30 du matin. Enfin, on était Prince à Annecy. Et ils finissent dans un bar du centre-ville jusqu'à 6h15. Le crime ayant eu lieu peu après 6h. Tony était avec moi. Son ami Tony, interpellé au même moment, confirme cet emploi du temps au cordeau. Les enquêteurs vérifient alors minutieusement auprès des bars et discothèques. Patrons et clients ont bien vu les deux hommes. Il n'y a donc aucun doute sur leur emploi du temps. Montrez-moi tout ça. Les gendarmes vont vérifier si malgré tout le légionnaire n'aurait pas eu le temps dans la nuit de liquider son rival avant de rentrer à son hôtel. Mais devant la précision de son emploi du temps, les gendarmes en arrivent à la conclusion que c'est absolument impossible. Au bout de 24 heures, Michalek nous présente un alibi qui est quasiment inattaquable. On n'a absolument rien qui puisse prouver qu'il est l'auteur. Les gendarmes relâchent l'amant de la belle Monique. Ils en arrivent à la conclusion qu'il n'a pas tué Alfred Cavana. Mais devant cet alibi trop beau pour être vrai,
Les enquêteurs sont dubitatifs. Ils décident de mettre l'amant sous surveillance et d'éplucher ses relevés téléphoniques. Et là, ils font une découverte. Moins de 2 heures après le meurtre d'Alfred Cavanagh, l'amant reçoit un appel téléphonique sur son portable. Les enquêteurs vont s'intéresser à un appel téléphonique qui était passé depuis une cabine de la gare Lapardieu à Lyon vers le portable de Michalek 2 heures après le meurtre. Les enquêteurs vont tenter d'identifier ce mystérieux correspondant qui appelle l'amant de Monique seulement 2 heures après le crime. Problème, le coup de téléphone a été passé depuis une cabine téléphonique. Au premier abord, impossible donc d'identifier la personne qui appelle. Et les gendarmes vont réussir le tour de force d'identifier la personne qui a passé cet appel depuis une cabine téléphonique. Immédiatement après avoir appelé Michalek sur son portable, le mystérieux correspondant téléphone à une femme, une certaine Madame Thévenin. Allô? Oui, bonjour. Oui. Dans les 20 secondes qui suivent, la même cabine appelle une Madame Thévenin. Ah, à la gare de Rouen? Oui, pas de problème. C'est ce deuxième coup de fil qui va permettre aux enquêteurs d'identifier ce mystérieux correspondant et de faire le rapprochement. Car dans le portable de l'amant, il y a aussi un Thévenin. C'était le même nom, ça fait tilt. Le Thévenin du répertoire téléphonique de l'amant est identifié. Il s'agit d'Arnaud Thévenin, un ami légionnaire. Dans ce document exceptionnel sur la Légion étrangère, Arnaud Thévenin se présentait ainsi. Je suis normand et j'ai habité pendant 15 ans à Dieppe. J'étais en 2e année de BUP, j'ai décidé, ça m'intéressait pas les études. Et donc à 18 ans, j'ai fugué et je suis parti sur un coup de tête pour m'engager à la Légion. Vous auriez pu tourner mal si vous n'étiez pas à la Légion? Oui, sans aucun doute. Les enquêteurs s'interrogent. Le tueur d'Alfred Cavanagh serait-il Arnaud Thévenin, l'ami de Michalek, l'amant de Monique? Ils ont été à la Légion de mémoire ensemble. Et donc, évidemment, la piste Arnaud Thévenin est immédiatement remontée. Pour les gendarmes, c'est une nouvelle piste. Arnaud Thévenin est un légionnaire. Les enquêteurs se rendent donc immédiatement à la Légion pour l'auditionner. Ils se demandent alors si Thévenin ne serait pas le suspect numéro 1. Thévenin a été interpellé à Castelnaudary très rapidement. Dès le début de l'interrogatoire, l'homme de la cabine téléphonique Arnaud Thévenin va faire aux gendarmes une déclaration étonnante. Les enquêteurs sont stupéfaits que quand ils viennent arrêter Arnaud Thévenin et qu'ils lui disent « Est-ce que vous savez pourquoi on vient ?» qu'immédiatement ils disent « Oui, je sais, vous venez pour Monsieur Cavanagh. » Il a tout raconté, tout de suite. Arnaud Thévenin est un légionnaire bavard. Il raconte aux enquêteurs comment il a été contacté par Michalek pour imaginer le crime parfait permettant d'éliminer Alfred Cavanagh. Il fait une longue déposition, à peine croyable, devant des gendarmes médusés. 6 mois auparavant, les deux amis légionnaires se rencontrent chez l'amant de Monique pour évoquer une terrible conspiration. Sur une affaire. J'ai une nouvelle femme ici. Il faut tuer son mari. Et c'est par Arnaud Thévenin qu'on connaît la préparation, l'organisation hallucinante et surréaliste de tout ce qui a été envisagé depuis environ 6 mois pour se débarrasser de Freddy Cavanagh. Il y a eu des moyens pour tenter de tuer cet homme qui feraient dire, s'ils étaient rédigés par un auteur de roman, qu'ils sont vraiment du mauvais roman. Ça semble absolument incroyable. D'abord, on a pensé à des grenouilles toxiques, des grenouilles dendrobates. Mais comment vous dites? On a appris ça dans la Légion, c'est des grenouilles mortelles. Dans ce document exceptionnel sur la Légion étrangère en Guyane, on assiste avec Arnaud Thévenin au cours magistral sur les grenouilles tueuses. Donc vous pilez la grenouille, avec le liquide qui est exudé, vous trempez les pointes. C'est extraordinaire cette histoire. Thévenin avait fait des stages commando en Guyane puisqu'il est légionnaire.
Il est allé à la base Regina en pleine forêt et il avait appris que les Indiens se servent de poisons sécrétés par les dendrobates, des grenouilles qu'on trouve là-bas. Et donc l'idée est d'empoisonner Alfred Cavana selon la même méthode. Alors je suis passé par un ami qui connaissait une boutique à Paris dans laquelle on vendait des dendrobates. Dans un magasin spécialisé dans la vente d'animaux exotiques, Arnaud Thévenin fait acheter par un ami 2 grenouilles tueuses pour en extraire le venin. Cet ami les ramène jusqu'à Annecy et les remet en main propre à Michalek contre 10 000 francs, environ 1 500 €. C'est vrai que maintenant se dire il y a une grenouille qui a voyagé par le train, ça paraît complètement folklorique, mais là pas du tout quoi. C'était la démonstration aussi qu'il y avait des actes de préméditation très graves. Le scénario mortel des 2 légionnaires consiste à prélever le poison sur le dos de la grenouille et à déposer la substance toxique sur la brosse à dents d'Alfred Cavana. Quelques grammes de poison mélangés à du dentifrice. La mort est foudroyante et impossible à détecter. Mais le problème, c'est qu'elles n'étaient pas assez toxiques. Les 2 complices avaient imaginé le meurtre parfait, mais il n'a pas fonctionné. Pour comprendre pourquoi, les enquêteurs vont devoir interroger un spécialiste des dendrobates, les grenouilles tueuses. Cette particularité qu'ont les dendrobates de sécréter une toxine assez puissante disparaît en captivité car l'alimentation va être complètement différente. La modification de l'alimentation des dendrobates en captivité va leur enlever toute toxicité et ce sont pour nous des grenouilles comme d'autres, plus jolies certes, mais dénuées de toute dangerosité. Finalement, cette méthode unique dans les annales criminelles a été un échec. Scénario rocambolesque, inefficace. Poussé par la force des sentiments, le légionnaire va imaginer de nouveaux scénarios. Car Monique et Michalek n'en peuvent plus de cet amour clandestin, de leurs baisers échangés entre 2 rendez-vous volés. Ils s'aiment et veulent faire éclater leur amour au grand jour. Le 2e scénario consiste à mettre au point un faux suicide pour éliminer Alfred Cavana. Ils envisagent à un moment donné de suicider, entre guillemets, Monsieur Cavana. Maquiller le meurtre d'Alfred Cavana en suicide. Le scénario n'est pas irréaliste. À l'époque, Alfred sent de plus en plus que sa femme s'éloigne, que sa boîte de nuit est en perte de vitesse, et il est victime d'acouphènes sévères, c'est-à-dire de sifflements terribles dans les oreilles. Pendant environ 2 ans, il a souffert le martyre, il voulait même à un moment donné, il pensait qu'il se suiciderait. Dans ce 2e scénario, qui ne verra jamais le jour, les légionnaires imaginent utiliser un puissant somnifère. Le mode opératoire consistait à lui faire ingurgiter ce rohypnol. Selon ses déclarations aux enquêteurs, Arnaud Thévenin aurait voulu d'abord endormir Alfred en mélangeant une forte dose de somnifère à son repas. Affaibli par ce somnifère, Alfred Cavana serait alors devenu une proie facile. Se faire en sorte qu'il dorme tellement profondément qu'à l'aide de son arme, Thévenin tuait Monsieur Cavana en maquillant le meurtre par un suicide. Comment? On lui mettait une balle dans la tête. Dans son sommeil, avec sa propre arme. Le meurtre, maquillé en faux suicide. Les légionnaires avaient imaginé un nouveau crime parfait. Sauf qu'Alfred Cavana ne dispose que d'une arme avec des balles à blanc, totalement inoffensive. Ce scénario ne sera jamais mis en œuvre et sera abandonné. Jamais à court d'idées, les légionnaires imaginent un 3e scénario, un meurtre maquillé en accident, toujours avec du somnifère. Thévenin aurait dû faire basculer Monsieur Cavana de l'escalier pour qu'il se fracasse le crâne en bas et faire passer ça pour un accident. Vous vouliez tuer Alfred Cavana en le faisant tomber dans les escaliers? Oui, j'ai tué. L'escalier des Cavana est très dangereux. Mais ce 3e scénario nécessite surtout un contact physique entre Arnaud Thévenin et la victime. Je sais pas s'il connaissait mon frère, mais fallait pas qu'il soit tout seul, hein, parce qu'il aurait été étranglé lui. Éliminer Alfred avec son arme à feu ou en le poussant dans l'escalier,
2 scénarios qui ne verront jamais le jour. Mais finalement, Thévenin va expliquer qu'il a abandonné ce scénario qui était quand même assez aléatoire. Il y a de la constance dans l'effort, dans la stratégie à mettre en œuvre pour éliminer quelqu'un. Je veux dire, c'est pas sur un coup de sang. Hein, il y a une méthodologie. Pour le moment, les enquêteurs mettent de côté la piste Thévenin. Mais son témoignage les renforce dans leurs convictions. Derrière ces multiples scénarios avortés, il y a un homme, Michalek, l'amant de Monique. Les enquêteurs voient en lui le cerveau de l'affaire. Les gendarmes continuent d'éplucher ses factures téléphoniques et vont faire une trouvaille. Une nouvelle piste s'ouvre avec un ami légionnaire au profil très particulier. Et on s'est rendu compte qu'il appelait un certain Ben Mohamed. Le légionnaire Ben Mohamed est interpellé. En garde à vue, il affirme avoir lui aussi été contacté par Michalek pour tuer Alfred Cavana. J'ai besoin de toi. Dans cette enquête, on a quand même évidemment été assez sidérés de voir la facilité avec laquelle Michalek a trouvé des personnes acceptant de tuer M. Cavana. Dans un instant, vous allez découvrir les extraordinaires rebondissements de l'affaire Cavana. C'est rocambolesque comme histoire. Quel est le rôle de Monique? Est-elle impliquée dans le meurtre de son mari? C'est quand même elle qui déclenche tout. Vous allez aussi découvrir le rôle hallucinant qu'a joué Velia, la fille du couple. Quand on a identifié Velia, nous on tombait des nues. Surréaliste, presque ubuesque. Nous sommes à Annecy. 3 semaines après la mort d'un patron de discothèque, Alfred Cavana, les gendarmes soupçonnent fortement Michalek, l'amant de sa femme, d'être le commanditaire du meurtre. 2 légionnaires sont en garde à vue. Le premier, Arnaud Thévenin, vient de raconter aux gendarmes des scénarios d'assassinat rocambolesques. Le second, dénommé Ben Mohamed, reconnaît lui aussi avoir été contacté par l'amant pour tuer Alfred Cavana contre de l'argent. Le légionnaire Ben Mohamed demande et obtient une avance, 25 000 francs, un peu moins de 4 000 euros, avant de passer à l'acte. Et tu tues cet homme. Je ne veux pas d'excuses. Et effectivement, il va expliquer que Michalek l'a contacté pour tuer, il a demandé de l'argent, il a touché l'argent et il n'a rien fait. Lui, il voulait pas le faire. Donc il avait besoin d'argent, donc lui, il a pris l'argent, et puis il a fait un simulacre, il a acheté une carabine, il a tout acheté, et puis lui, je vais passer à l'acte. Face à eux, les enquêteurs ont un escroc, mais sûrement pas le tueur d'Alfred Cavana. La piste se referme d'elle-même. C'est une affaire qui tourne au vaudeville. Je veux dire, quand on est amené à parler de ce dossier, à ce moment-là, dans les jours qui ont suivi, je pense que certains ont dû penser qu'on inventait et que c'était de l'ordre du vaudeville ou de la mythomanie. Les gendarmes décident de mettre la pression sur le premier légionnaire. Arnaud Thévenin devient le suspect numéro 1. Le légionnaire reconnaît en garde à vue avoir touché de l'argent, environ 100 000 francs, 15 000 euros. Mais ça va pas ou quoi? Tu crois que je vais tuer? Lors de la négociation avec l'amant de Monique, Arnaud Thévenin dit aux enquêteurs avoir fait un coup de bluff pour obtenir un maximum d'argent. On va pour 100 000 francs. Mais tu les as les 100 000 francs? Bien sûr, j'ai l'argent. Il y a un orgueil mal placé qui va faire que Thévenin va dire bah non, 30 000 francs, non, mais pour 100 000, je te le fais. Mais un peu, voilà, pour rouler des mécaniques. Pour 100 000 francs, Arnaud Thévenin accepte le contrat tout en ignorant totalement qui est Alfred Cavana. Il va passer à l'acte avec une tentative le 15 mars 1997. Nous sommes le 15 mars 1997. Arnaud Thévenin est en Savoie, à côté d'Annecy. Il s'apprête à s'introduire clandestinement sur la propriété d'Alfred Cavana, un homme qu'il n'a jamais rencontré. Que Thévenin va récupérer 20 000 francs dans la cabane qui ont été déposés pour lui. Il va attendre dans la cabane de jardin, devant la maison, que M. Cavana rentre. Alors il voit passer Mme Cavana, je crois, vers 4 h du matin.
Et au moment de tirer, je crois qu'il y a la porte d'entrée qui s'ouvre, ce qui fait que M. Thévenin va dévier le tir vers le haut. Ah, papa! M. Cavanagh marque un temps d'arrêt, alors il a peut-être entendu quelque chose, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et ça va en rester là. Et le coup de feu est parti. Personne n'a fait attention au coup de feu. Personne n'a fait attention au coup de feu. Personne n'a vu, rien. Freddy s'est douté d'absolument rien. Au lendemain de cet échec, Arnaud Thévenin jette l'éponge. Il renonce à tuer Alfred Cavanagh. Moi, je me retire de la course, j'en peux plus. On a essayé toutes les tentatives, c'est pas possible, ça marche pas. Il y a un signe. Quoi? T'es en train de me dire? Mais l'amant de Monique ne veut rien entendre. Fou amoureux, Michalek en a marre de ses baisers volés, de ses rencontres clandestines à l'hôtel. Il veut vivre avec elle, et il n'y a qu'une solution, que Thévenin exécute son mari. Il a une pression terrible de la part de Michalek qui lui fait peur. Ce renoncement du légionnaire met l'amant hors de lui. Par amour pour Monique, il ordonne à Arnaud Thévenin de respecter sa parole d'homme et d'aller jusqu'au bout de son contrat. Criez plus fort que moi. Ok, je vais le faire. Résigné, Arnaud Thévenin explique aux enquêteurs qu'il va changer de stratégie. Pour tuer Alfred, il va se poster à l'intérieur de la maison des Cavanagh. Et là, je lui ai mis 4 balles dans le corps. Là, il va décider d'aller dans le sas d'entrée de la maison, de manière à ne pouvoir absolument pas avoir d'issue et être contraint de tuer M. Cavanagh. Voici donc pour les enquêteurs ce qui s'est passé le 5 avril 1997, au petit matin, le jour du meurtre d'Alfred Cavanagh. Et M. Cavanagh va arriver, il va se retrouver face à lui, il va lui tirer d'abord un coup de feu de face à 1 ou 2 mètres. Je peux vous dire que s'il le manque, il sort pas du sas. Hein. Parce qu'il avait peur de personne, mon frère. Et je crois que c'est eux qui ont eu peur, qui ont précipité l'action. M. Cavanagh va tomber et il va encore lui tirer à 2 ou 3 reprises, dont 2 coups de feu quand il est au sol dans le dos. Donc il va l'achever. Il s'est fait carrément abattre. 4 coups de feu, des balles de calibre 12, fusil de chasse. C'est pas un homme, c'est même pas, ils sont même pas capables de faire les légionnaires, hein, c'est tout. Hein. Ils sont pas capables de faire les légionnaires. Les gendarmes connaissent désormais le mode opératoire. Le tueur, Arnaud Thévenin. Le commanditaire, Michalek, l'amant de Monique. Les mobiles, l'argent pour le tueur et l'amour pour le commanditaire. Et même au passage, un escroc au crime. Après, je te donne... L'enquête est bouclée. Enfin, presque. Bon, les gendarmes ont fait un travail remarquable. Nous, on a fait le boulot. On a eu de la chance. C'est un travail exceptionnel. C'est un travail d'orfèvre, cette enquête. Pour valider l'enquête, le juge d'instruction organise une reconstitution sur les lieux du crime. Monique et sa fille Vélia sont présentes. Il y a aussi Arnaud Thévenin qui rejoue la scène du meurtre. Ce jour-là, un coup de théâtre va se produire. Voici les photos prises par la justice lors de cette reconstitution. On y voit Arnaud Thévenin tenant un fusil à lunettes. Il livre aux gendarmes tous les détails de la tentative de meurtre. Il montre même où il a récupéré les 20 000 francs et comment il est sorti de la propriété. Il joue vraiment le jeu de la vérité et qu'il se rend même sympathique aux yeux des enquêteurs et du juge d'instruction. Puis le juge d'instruction demande à Arnaud Thévenin de rejouer la scène du crime. Là encore, le légionnaire ne met aucun détail sur l'exécution d'Alfred Cavanagh. C'est ensuite au tour de Monique, la femme d'Alfred, d'expliquer ses faits et gestes le soir du crime
alors qu'elle dormait dans sa chambre, à l'étage de la maison. Très rapidement, la situation se crispe. Le juge d'instruction note un détail troublant dans l'attitude de Monique. Un temps significatif s'est écoulé entre les coups de feu entendus par les voisins et l'acte positif qu'elle effectue de prévenir la gendarmerie. Parce qu'elle a appelé les gendarmes à 6h28. Les coups de feu se passent vers 6h05. Venez vite, on a tiré des coups de feu dans mon jardin. Vite! C'est long, c'est long. D'ailleurs, je lui ai demandé de nous montrer avec sa fille ce qu'elle a fait pendant ce temps. Et puis c'était intenable. Elle tournait en rond dans la maison, bref. Comment expliquer ce comportement de la femme de la victime? Monique a-t-elle vraiment été surprise par ces coups de feu? Le juge d'instruction imagine un tout autre scénario le soir du drame. Elle savait que ça allait se passer ce soir-là. Elle savait que ça allait se passer ce soir-là. Ce qui fait qu'à la fin de la reconstitution, j'ai procédé à son arrestation et je l'ai fait déférer au tribunal. Elle a été mise en examen pour complicité d'assassinat. Incroyable rebondissement. La propre femme de la victime, l'insoupçonnable Monique, aurait un rôle dans l'assassinat de son mari. Ce sera bientôt fini pour ton mari. Je m'en occupe. Mais précisément, quel est son rôle dans chacun des scénarios? Dans celui des grenouilles, c'est Thévenin qui a fait apporter les dendrobates venimeuses à Michalek, à Annecy. Mais ensuite, qui empoisonne concrètement Alfred Cavanat? Ça peut être que Monique, hein. Pourtant, devant le juge d'instruction, Monique nie en bloc. Quelle grenouille? C'est quoi votre histoire de grenouille? Le poison, ça pouvait être qu'elle qui pouvait mettre du poison sur la brosse à dents. Le rohypnol, ça pouvait être qu'elle. En effet, qui aurait pu administrer le somnifère à Alfred Cavanat sans qu'il se méfie? Mais là encore, Monique nie toute participation. Et cette boîte, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est pour dormir. Je travaille dans une boîte de nuit, je travaille la nuit, j'en ai besoin. Et ensuite, pour le meurtre, qui pouvait renseigner Arnaud Thévenin sur la maison et les habitudes d'Alfred? Il y a eu aussi des photographies de prise des lieux. Thévenin, qui n'était pas venu sur les lieux avant la première fois, savoir où c'était, savoir comment la maison était faite, la cabane, ils en ont parlé. Il y a eu des discussions avec Michalek. Là encore, qui peut se promener tranquillement dans la propriété? Cela ne peut être que Monique. Et rappelons-nous, dans la cabane, Arnaud Thévenin a récupéré 20 000 francs. Qui a pu déposer l'argent? C'est quasiment évident, si on veut être cohérent, qu'il y a eu une intervention, qu'il y a quelqu'un qui est allé mettre une enveloppe. Ça ne peut être que Madame Cavanat. Ah ben c'est Monique qui l'a déposée. C'est vous qui avez apporté 20 000 francs. Non, 20 000 francs. Pas du tout. C'est n'importe quoi. Jusqu'au bout, la belle Monique nie tout en bloc. C'est quand même elle qui déclenche tout. Donc à un moment donné, c'est normal qu'elle soit prise dans l'engrenage, disons, dans le système, dans le montage. Ah si, l'intérêt, il est tout trouvé. Maintenant que vous êtes veuve, vous avez l'héritage de la boîte de nuit. Et puis vous pouvez vivre votre amour tranquille avec votre amant. J'ai pas tué mon mari. Contre l'évidence, Monique nie toute responsabilité. On s'entendait pas, on avait des petites crises comme tous les couples, mais j'ai pas tué mon mari.
Bon, Madame Cavana a contesté jusqu'au bout sa responsabilité. Mais les éléments, quand même, au fur et à mesure, étaient relativement accablants et... Elle a eu un rôle déterminant et actif. Pour les proches du couple, l'implication de Monique dans la mort de son mari est un choc, une épreuve violemment ressentie. C'était difficile, très difficile. Elle pouvait partir, le laisser, mais pas faire ce qu'elle a fait. Mais jamais on n'aurait pu penser que le problème se situait au cœur même de sa propre famille. On croit connaître les gens, mais on ne les connaît pas. Après plusieurs semaines d'enquête, l'affaire Cavana est sur le point d'être bouclée. Il s'agit d'un fait divers extraordinaire, avec des scénarios diaboliques, un meurtre ultra-violent et une brochette d'auteur hors du commun. C'était une affaire à rebondissement digne du meilleur polar, quelque part. C'était vraiment une instruction pour ça qui était vraiment particulière, parce qu'à chaque fois, il y avait des éléments nouveaux. On se disait, mais est-ce que ça va s'arrêter? Et pourtant, le plus incroyable reste encore à venir. Pour les enquêteurs, il y a encore un détail à élucider. Souvenez-vous, 2 heures après le crime, le tueur, Arnaud Thévenin, appelle l'amant de Monique depuis la gare. Arnaud Thévenin, qui vient de tuer Alfred Cavana, demande à être payé. Il réclame le solde du contrat. En garde à vue, Arnaud Thévenin confirme que les 30 000 francs, environ 4 500 €, lui ont bien été payés. La somme a été apportée en liquide chez sa mère, qui habite Rouen. Michalek se savait surveillé par les gendarmes, Madame Cavana également, et il y a une jeune femme qui est venue, d'après Madame Thévenin, le 13 avril, pour lui remettre cette enveloppe. Donc on s'est dit, mais qui est cette jeune femme? La première jeune femme à laquelle pensent les enquêteurs est Velia Cavana, la fille du couple. Elle était avec sa mère dans la chambre, la nuit du crime. Mais Velia adorait son papa. Comment imaginer que cette fille ait pu porter l'argent du crime à l'homme qui a tué son père? C'était une déesse pour Freddy. Une déesse. On dépassait l'entendement avec la fille. On dépassait l'entendement. C'était la princesse. Elle adore son père, elle adore sa mère, elle est réellement profondément malheureuse de la disparition de son papa. Pour la faire. Oui, je vous en prie. Mais quand les gendarmes présentent à Madame Thévenin le trombinoscope avec la photo de Velia, elle ne la reconnaît pas. Celle d'à côté, alors. Photo numéro 4. Non, j'ai jamais vu. Vous êtes bien sûr aucune des 4. Alors, qui est cette jeune femme blonde qui a remis 30 000 francs dans une enveloppe à la mère du tueur? Les enquêteurs vont d'abord tenter d'analyser l'écriture sur l'enveloppe, sans résultat. Les gendarmes vont ensuite éplucher la liste des passagers ayant pris le train pour se rendre à Rouen ce jour-là. C'est un échec. La jeune femme blonde a sans doute payé son billet en espèces. Découvrir l'identité de la jeune femme semble impossible, à moins d'un miracle et d'un coup de pouce du destin. Sur le trajet Gare Saint-Lazare-Rouen, il y a eu un incendie d'une usine. Ce qui fait que le train qui fait ce trajet-là a pris un retard assez considérable. 76 minutes exactement, donc une durée suffisante pour se faire rembourser son billet. On a les informations au compte-gouttes dès qu'ils voient quelle est la solution. Et déjà à l'époque, la SNCF, dans le cadre d'une approche commerciale, il fallait faire tamponner votre billet pour vous le faire rembourser. Elle est allée se faire tamponner son billet pour se faire rembourser. Et dans la liste des personnes qui ont bénéficié de ce remboursement, le nom incroyable apparaît. Velia Cavana. Quand on a identifié Velia, nous on tombait des nues, on s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible. L'incroyable découverte est confirmée par Madame Thévenin quelques mois plus tard, quand on lui montre un nouveau jeu de photos, plus récente. Oui, je la connais. Elle est venue à la maison, elle m'a apporté une enveloppe. C'est cette personne aussi? Oui, c'est elle. Vous en êtes certaine? Sûr, oui, c'est elle. On a cherché pendant 4-5 mois cette jeune fille blonde qui avait porté l'argent, et puis on a découvert que c'était Velia. Alors, encore une fois, pour mon papa, pour mes parents, bombe atomique, hein, tout a été détruit.
son papa, pas un père, son papa, qui la cajolait, qui l'aimait, qui a été tué et qui va porter l'argent et qui ne va pas dénoncer. Ça dépasse l'entendement, quoi. Pour moi, c'était sale. Pour faire tuer son papa. Elle a fait des kilomètres. 5 jours après la mort de son père, Velia apprend la terrible machination. C'est sa mère qui lui demande d'aller porter une enveloppe au tueur, sans quoi le tueur menace de tout balancer et de livrer sa mère aux gendarmes. Elle n'a pas pu sauver son père, elle a perdu son père, elle veut sauver sa mère. Velia, très fusionnelle avec sa mère, a tout fait pour la protéger. En novembre 1999, 2 ans après la mort d'Alfred Cavanagh, le procès du siècle s'ouvre pour la ville d'Annecy. La salle était comble, on venait au spectacle. Les gens s'habillaient pour venir au théâtre. Il fallait y aller tout pour avoir une place. Il y avait trop de monde pour rentrer dans la cour d'assises, quoi. Je veux dire, tout Annecy était là, quoi. Ben, précisément parce que Fred était une des personnalités populaires d'Annecy. Le procès se montre à la hauteur de l'attente. Passionnant, passionnel, parfois drôle. Des accusés intelligents et surprenants. Thévenin, qui a tué Alfred Cavanagh parce qu'il pensait que c'était un salaud. Velia, qui n'a agi que pour protéger sa mère. Le beau Michalek, qui couvre sa maîtresse jusqu'au bout contre toutes les évidences. Monique, qui ne se reconnaît qu'une responsabilité morale, sans plus. Après 6 jours intenses, le verdict tombe. 15 ans de réclusion criminelle pour Michalek et Thévenin. 10 ans à la belle Monique pour sa complicité. 3 ans avec sursis pour Velia la fille et 2 ans pour Ben Mohamed, l'escroc au crime. C'est pas cher payé, parce qu'au bout de 5 ans, on est dehors. Et ils font pas grand-chose de la peine qu'on leur donne. On peut pas faire 4 ans ou 5 ans sur 15 ans qu'on est condamné. Aujourd'hui, tous les accusés ont purgé leur peine et ont refait leur vie. Michalek est devenu artiste sculpteur qui expose dans le monde entier. Arnaud Thévenin s'est marié et a eu un enfant. Quant à Monique, la voici photographiée en prison où elle était une détenue modèle. Dès qu'elle est arrivée là-bas, elle a mis tout le monde au pli. C'était extraordinaire, mais extraordinaire à voir. Le côté femme de la maison d'arrêt était devenu quelque chose... C'était un salon d'esthétique, de beauté et de propreté. Monique a aujourd'hui purgé sa peine. Elle s'est installée dans le sud de la France. Elle vit heureuse et insouciante, faisant souvent la fête. En revanche, Monique et sa fille sont fâchées. Elles ne se parlent plus. Monique et son amant ne se sont pas revus depuis le procès et leur amour n'a pas survécu aux années de prison. Quant aux amis d'Alfred, ils sont toujours aussi soudés. Ils aiment se retrouver devant le restaurant de leur ami, le regretté Freddy. Encore une fois, la peine est encore visible, donc la peinture est toujours fraîche. Si vous voulez, aujourd'hui, moi, je ne sais pas d'autres, mais moi, j'en parle encore avec une certaine émotion. Parfois, j'ai du mal. C'est passé 15 ans, mais c'est comme si c'était la semaine dernière. Hein.